Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Une review qui m'a été proposée par un de mes abonnés. On va parler aujourd'hui de Bragging Rights 2010, pay-per-view qui avait lieu le 24 octobre 2010 à la Target Center de Minneapolis, dans le Minnesota, devant 9000 spectateurs, ce qui en fait une influence assez faible pour un show WWE. L'affluence moyenne se situant en général entre 13 000 et 15 000 spectateurs. Donc c'est vrai que 9 000, ça fait assez juste en termes d'affluence. Même si l'ambiance était assez correcte, je trouve. Côté thème musical, on avait It's Your Last Shot du groupe Politics and Assassin, du bon gros rock moderne US, assez mélodique. J'ai bien aimé le thème, franchement. Je suis assez fan de rock et de metal, donc voilà. Je trouve que c'est un thème très bien pour un show de catch et pour un show estampillé WWE. Donc voilà, très bien au niveau du thème musical. Voilà donc pour les caractéristiques du pay-per-view. Petite vue de la cover maintenant, avec une cover que je trouve sympathique, sans plus, c'est pas une de mes covers favorites. D'un côté les catcheurs de SmackDown, l'Undertaker, Big Show, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Kane et Drew McIntyre. Et de l'autre, les catcheurs de Raw avec John Cena, Randy Orton, Le Miz, on a Evan Bourne, Mark Henry et Sheamus. Également, j'ai beaucoup aimé l'incorporation du N de la Nexus dans le logo de Bragging Rights 2010. Je trouve ça assez cool puisque 2010 a vraiment été marqué du sigle de la Nexus. Au dos, on a le petit résumé habituel avec la liste des matchs. On avait 7 combats pour ce show. Ce qui fait assez peu en termes de matchs, mais vous allez voir, les matchs duraient assez longtemps pour la plupart, donc c'est compréhensible. Voilà pour la cover de Bragging Rights 2010. Je perds pas de temps et je vais directement commencer par le premier combat du show. On avait un match champion versus champion, Raw versus SmackDown, avec d'un côté le champion US de Raw, Daniel Bryan, face à lui le champion intercontinental de SmackDown, Dolph Ziggler, accompagné de Vickie Guerrero. Match où il n'y avait aucun titre en jeu, match qui était vraiment pour la suprématie des shows, donc Raw versus SmackDown, ce qui est assez logique de commencer par un match comme ça, puisque c'est le thème principal du show. Donc voilà, le match a duré 16 minutes et 15 secondes, ce qui est une excellente durée pour un opener en 1 contre 1 entre deux catcheurs techniques comme Bryan et Dolph Ziggler, deux techniciens du ring au top de leur forme en 2010. Voilà, 16 minutes, c'est une durée juste excellente pour démarrer un pay-per-view. Que dire de ce combat ? Pour moi, le seul défaut, autant le dire tout de suite, c'est que le match n'avait aucun enjeu, si ce n'est Raw versus SmackDown pour la suprématie. J'aurais juste aimé qu'un des titres soit en jeu. Ça aurait été cool d'avoir un champion US et intercontinental en même temps. Donc voilà, c'est le seul point faible. Mis à part ça, un opener juste monstrueux, exceptionnel. Super opener technique pour commencer un match dynamique, avec beaucoup de belles prises, j'insiste, beaucoup de beaux moves, très propre techniquement, on n'a eu aucun botch, un catch très fluide de la part de Bryan et de Dolph Ziggler, vraiment, des contres 5 étoiles, c'est la grosse particularité du match, les contres étaient juste bien construits et exceptionnels de la part des deux catcheurs. J'ai vraiment noté des belles prises, sincèrement des belles prises. On a eu des super kicks de la part des deux catcheurs, de Bryan et de Ziggler. Vraiment des super kicks à montrer dans toutes les écoles de catch. On a eu le sleeper hold de Ziggler, le Timebuster, le neckbreaker. Côté Bryan, on a eu son missile dropkick, on a eu son leg lariat. On a eu également un splash de Dolph Ziggler alors que Bryan allait porter une superplex de la 3e corde. Ziggler le contre avec un splash. Pour moi, c'est le spot du match, juste exceptionnel. On a eu beaucoup de roll-up, beaucoup de tombées. Vraiment, ça allait à 100 à l'heure. Le match est monté progressivement avec un début de match assez technique, basique et une fin juste exceptionnelle. J'ai vraiment noté que Vickie Guerrero n'est pas intervenu. Ça a vraiment été un des points forts du match, puisqu'habituellement Vickie intervient en faveur de Dolph Ziggler, son poulain de l'époque. Et là, j'ai vraiment vu une Vickie qui est restée en dehors du match, ce qui est compréhensible puisque le titre intercontinental de Ziggler n'était pas en jeu, donc Vickie n'est pas intervenue. Elle a juste déconcentré un peu Dee Bryan, mais sans plus. J'ai vraiment trouvé que c'était positif pour ce match, que Vickie ne soit pas intervenue bêtement. Et donc une fin de match juste excellente, avec un Dolph Ziggler qui a tout essayé pour remporter le combat. Finalement, Bryan le surprend avec son Yes Lock, qui à l'époque était appelé le Label Lock.
Donc voilà, une fin excellente, un match juste à couper le souffle, une durée excellente. Et une victoire pour Raw donc face à SmackDown avec la victoire de Bryan, le champion US, face à Dolph Ziggler, champion intercontinental de SmackDown. Je lui ai mis 8,5 sur 10, ce qui fait une très très bonne note pour un opener. J'aurais pu mettre 9 sur 10, mais pour moi le seul défaut c'est l'enjeu, ça manquait d'enjeu. On n'avait vraiment aucun titre en jeu, mis à part la suprématie des shows. Donc voilà, 8,5 sur 10 et victoire de Daniel Bryan, le champion US, sur le Dolph Ziggler, champion intercontinental. Très très bon opener que je vous conseille et meilleur match du show, je peux déjà l'annoncer. Deuxième combat de la carte maintenant, on avait un match pour les titres par équipe unifiés, un match surprise, un match qui n'était pas prévu à la base dans la carte. Donc les champions de l'époque étaient Dashing Cody Rhodes et Drew McIntyre, deux catcheurs que j'avais un petit peu oublié. J'avais un peu oublié cette équipe, on va dire, pour être honnête. Face à eux, David Otunga et John Cena qui a intégré la Nexus contre son gré. Je vais pas vous refaire l'histoire, hein, mais tout le monde se rappelle de l'histoire entre la Nexus et John Cena. Donc John Cena qui fait équipe avec David Otunga, donc une des grosses surprises du show. Le match a duré 6 minutes et 30 secondes, ce qui fait une durée assez, je dirais pas une durée assez faible, mais 6 minutes 30 c'est moyen pour un match par équipe, c'est vraiment très très moyen. Voilà. Que dire du combat? Pas grand chose. Pas grand chose malheureusement. On passe d'un très très bon match à un match limite mauvais. Même je peux dire, voilà, il est en dessous de la moyenne ce match. On a eu un David Otunga qui n'a rien fait. Otunga n'a absolument rien fait dans ce combat. Il a catché quoi, 1 minute, et il a juste donné aucun coup, je pense. À part un coup de poing, on va dire, mais il a rien fait du match. John Cena a fait tout le boulot pour son équipe. Côté champion par équipe, donc Drew McIntyre et Cody Rhodes, j'ai noté un bon travail par équipe en début de match, avec beaucoup de tags, beaucoup de changements, et quelques belles prises, mais pas grand chose, rien de transcendant, franchement. Malheureusement, à la fin du combat, Drew McIntyre voulait porter son Future Shock sur John Cena. Cena le contre et l'envoie à l'extérieur. Cody Rhodes avait fait le blind tag. Il rentre, il veut porter son Crossroad sur Cena. Et là, John Cena le contre avec son STF. Et Cody Rhodes qui tape. Nouveau champion à la surprise générale. David Otunga et John Cena qui battent Cody Rhodes et Drew McIntyre. D'ailleurs, je crois que Drew McIntyre et Cody Rhodes sont restés champions pendant un mois seulement. Je pense qu'ils n'ont pas tenu plus d'un mois et demi ensemble, ce qui est vraiment ridicule, j'ai envie de dire, pour une équipe. Il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux avec McIntyre et Cody Rhodes, deux catcheurs que j'appréciais beaucoup à l'époque. Je trouve que c'est un peu honteux d'avoir fait gagner Otunga et Cena face à ces deux catcheurs-là. Voilà. Mais bon, ça peut se comprendre par rapport à la storyline de l'époque. Cena qui intègre la Nexus contre son gré. Donc voilà, ça peut se comprendre par rapport à la storyline et l'histoire de l'époque. Mais bon, c'est pas un résultat qui m'enchantait à l'époque, pour être honnête. Donc voilà, ce match pour moi est un peu passable. Après le match, j'allais oublier, après le combat, on a Cena qui porte son double A sur Otunga, histoire de lui dire je suis champion par équipe, à moi tout seul. Ce qui est normal puisque Otunga n'a absolument rien fait dans ce match. Je lui ai mis 4,5 sur 10. Malheureusement, ce match ne vaut pas la moyenne. Et encore, je pense être assez gentil par rapport à la note. 4,5 sur 10, c'est bien noté par rapport au peu de contenu qu'on a eu dans ce combat. Donc voilà, nouveau champion Otunga et Cena. Et donc 4,5 sur 10 pour ce match par équipe. On arrive maintenant au troisième combat de Bragging Right 2010. Et là, on avait un match 100% Raw entre Goldust accompagné de Aksana. Face à lui, Ted DiBiase accompagné de Maryse, la femme du Miz. Maintenant donc, dans notre époque actuelle, ce qui fait un peu bizarre de voir Ted DiBiase avec Maryse. J'ai tellement l'habitude de voir Maryse avec le Miz que là, ça fait un peu chelou de voir Maryse avec DiBiase. Enfin, c'est une autre histoire. Donc voilà, Goldust face à Ted DiBiase, donc match en 1 contre 1. Le match a duré 7 minutes et 30 secondes, ce qui est une durée correcte. Pour un match en 1 contre 1, on n'avait aucun titre en jeu dans ce match. Donc voilà, 7 minutes 30, ça reste correct, mais c'est une durée vraiment sans plus, une durée juste correcte. Le combat a été organisé suite à une feud qui a démarré à Raw, où Goldust avait piqué la $1 million belt de Ted DiBiase. Et donc voilà, DiBiase a pété un câble et a voulu récupérer son précieux. Donc voilà, une rivalité assez simpliste entre deux catcheurs de la mid-card à l'époque.
voire même en dessous de la mid-card. Hein. Honnêtement, Goldust à l'époque et Ted DiBiase étaient des catcheurs, voilà, limite mid-carder. Mais c'est assez cool de les voir dans le ring. C'est deux catcheurs que j'aime beaucoup. Goldust, je suis un très très gros fan. Et Ted DiBiase aurait mérité vraiment mieux. Pour moi, un catcheur qui était aussi bon que Cody Rhodes. J'ai pas compris pourquoi DiBiase n'a pas percé. Mais bon, c'est une autre histoire là encore. Donc que dire du combat? Un match sympathique, sans plus. Voilà, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de foufou. Mais ça reste sympathique d'un point de vue technique. J'ai beaucoup aimé aussi Aksana et Maryse à l'extérieur. Ça rajoutait un petit peu de piment, je trouve. Je trouvais que le couple Aksana Goldust était assez bon à l'époque. J'aimais vraiment bien voilà, ces deux-là. Je trouve qu'ils allaient bien ensemble. Voilà, des belles prises, des beaux moves de la part de Goldust et de Ted DiBiase. Quelques beaux contres, un rythme assez correct, sans plus. Voilà, c'est un match sympa, mais on n'avait aucun enjeu, aucun titre, si ce n'est Ted DiBiase qui voulait récupérer sa $1 million belt. Donc voilà, c'est vraiment le seul enjeu du combat. À l'extérieur, en fin de match, on a Maryse qui vient fracasser Aksana. Maryse renvoie Aksana sur le ring. Goldust se fait un petit peu déconcentré par Aksana. Et donc Ted DiBiase intervient, lui met un coup dans la nuque et lui porte un DDT et remporte le match à la surprise générale. Une fin que j'ai trouvée très moyenne. Remporter un match avec un DDT assez simpliste, c'est assez bizarre pour une fin de match. J'aurais préféré un finish net et sans bavure plutôt qu'une prise basique comme le DDT. Voilà, c'est un finish assez bizarre. Je dirais pas mauvais. D'ailleurs, c'est pas un match mauvais, mais voilà, la fin est assez bizarre. Donc victoire de Ted DiBiase dans ce combat. Après le combat, on a Aksana qui vient draguer Ted DiBiase sous les yeux de Maryse. Et là, Goldust lui porte son finish en traître, son final cut, un finish que j'adore. Et Goldust qui repart avec la $1 million belt. Donc Ted DiBiase qui remporte le match, mais qui ne reprend pas sa ceinture, donc $1 million belt. Donc voilà, je trouve l'après-match assez cool. Mais voilà, ça reste vraiment une rivalité qui n'a pas marqué 2010, très clairement. Je lui ai mis 6 sur 10 pour ce match. Et donc victoire de Ted DiBiase face à Goldust. Quatrième match du show. Et là, on avait un match féminin, le seul de la carte. Match pour le titre des Divas, détenu par les LayCool, qui étaient à l'époque co-championnes. On avait Michelle McCool et Layla qui se partageaient un petit peu le titre. J'ai bien aimé cette époque-là. Donc voilà, Layla face à la challenger Natalia, la canadienne. Match qui a duré 5 minutes et 20 secondes, ce qui est assez faible. Mais à l'époque, on avait vraiment des matchs de diva très courts, donc c'est pas une durée qui m'étonne. 5 minutes 20, c'est vraiment, voilà. C'est pas non plus très faible, mais c'est vraiment le strict minimum pour un match féminin. Qu'est-ce que j'ai noté du match? Déjà, voilà, un match trop court, c'est déjà un petit défaut, voire un gros défaut. 5 minutes, c'est vraiment, voilà, c'est pas assez pour ce genre de match. Match en plus pour le titre. Entre deux divas talentueuses, Layla, qui est vraiment une des meilleures divas de l'histoire pour moi, qui est assez sous-cotée, je trouve, et la canadienne Natalia, qui est une de mes divas favorites, franchement, une des meilleures techniciennes du ring de l'histoire de la WWE. Pareil, un catcheuse qui est sous-cotée, je trouve. Combat qui reste tout de même très bon techniquement. On a eu beaucoup de passages très propres, très beaux techniquement, entre deux catcheuses très souples, vraiment propres sur le ring. Un match divertissant aussi, avec Michelle McCool à l'extérieur, qui intervient à plusieurs reprises pour aider Layla. J'ai trouvé ça assez fun, personnellement. On a même eu le droit à des prises de soumission de la part des deux catcheuses, chose rare dans un match féminin, donc c'est vraiment aussi un bon point. Malheureusement, alors que Natalia dominait vraiment le match, on a Michelle McCool qui porte dans le dos de l'arbitre un Yakuza kick sur Natalia. Et malheureusement, Layla remporte le combat. Donc avec ce coup de Michelle McCool assez violent, elle lui a porté un Yakuza kick dans les cordes, assez badass. Et donc Layla qui remporte le match vraiment sans gloire et qui conserve le titre des Divas avec sa compère Michelle McCool. Donc voilà, un match sans plus, franchement sans plus. Voilà, je lui ai mis 5 sur 10, la moyenne, parce que c'est pas non plus un match dégueu, mais c'est pas non plus fun, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de foufou. Mais voilà, ça vaut la moyenne. J'ai vraiment hésité à mettre 4 sur 10 ou 4,5, mais voilà, techniquement ça reste bon, et ça reste assez divertissant par rapport à la durée, assez courte. Donc voilà, 5 sur 10 pour ce match, et victoire
de Layla qui conserve le titre des Divas. On arrive maintenant au 5e match de la carte. Pardon, on avait un match très attendu pour le titre des poids lourds détenu par le Big Red Monster Kane. Face à lui, le Deadman, l'Undertaker, son frère dans le catch. Un match qui a duré 17 minutes, ce qui est une excellente durée pour un match poids lourd. Une stipulation très spéciale, on avait un match Buried Alive, donc en français, on devait enterrer son adversaire pour remporter le match. Une stipulation assez rare dans le monde du catch, mais en général réservée à des catcheurs comme le Taker ou Kane, tout spécialement. Donc voilà, au niveau de la durée, c'est vraiment très bon. Voilà. Au niveau de la storyline aussi, j'ai vraiment adoré cette storyline. Des belles cinématiques d'avant-match. J'ai bien aimé cette ambiance un petit peu film d'horreur. Vraiment le montage d'avant-match, je vous le conseille, il est vraiment très bon. Ça fait vraiment film gothique, film d'horreur. J'ai beaucoup aimé l'avant-match et toutes les cinématiques de la feud. Et ça fait toujours plaisir de voir Taker dans un combat. De toute façon, je vais être franc. De voir Taker face à Kane, c'est vraiment une rivalité historique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les deux catcheurs, voilà. Taker face à Kane, ça reste historique à tous les points de vue. C'est deux catcheurs qui ont vraiment marqué l'histoire du catch et deux futurs Hall of Famers sans aucun doute. Voilà, bon, un match sans aucune technique, fallait s'en douter. Taker Kane, c'est vraiment de la brutalité, surtout par rapport à la stipulation. On a eu beaucoup de droites, on a eu beaucoup de manchettes, on a eu beaucoup de droites assez badass de Kane et de l'Undertaker. Un match qui se passe à moitié dans le public, ce qui était assez fun. Les deux catcheurs se sont battus dans le public pendant au moins 10 minutes, donc une majeure partie du combat, ce qui est assez fun, mais bon, je suis pas non plus un gros fan quand les deux catcheurs se battent pendant trop longtemps dans le public. À force, c'est assez ennuyeux, mais bon, par rapport à ce match, ça m'a pas trop ennuyé, pour être honnête. Voilà. Que dire de ce combat? Franchement, voilà, beaucoup d'hypercuts, beaucoup de droites, une guerre, une bagarre de bourrin. Voilà, une bagarre de bourrin, ce match. On a eu quelques bons passages, notamment sur le ring, alors que Taker balançait des chaises en fait pour frapper Kane. Plus tard dans le match, on a Kane envoyé par Taker dans le ring. Kane prend une chaise, on avait plusieurs chaises balancées par Taker, et fracasse Taker à coups de chaise. On a eu 3-4 coups de chaise dans l'abdomen et 2-3 coups de chaise dans la face assez violents, donc j'ai bien aimé. Et 2 chokeslam enchaînés consécutivement par Kane sur l'Undertaker. J'ai vraiment trouvé ça assez cool. Côté Taker, au niveau prise, on n'a pas eu grand chose. On a eu la descente de la cuisse célèbre du Taker, mais vraiment pas grand chose. Mais voilà, un bon passage assez violent qu'il faut vraiment souligner. Sinon, que dire au moment où les deux catcheurs en fait se dirigent vers la tombe, on avait Kane qui dominait le match, Taker qui était KO. Et là, l'Undertaker reprend l'avantage, qui sort de un petit peu de nulle part. Il nous sort son Hell's Gate, alors que les deux catcheurs étaient placés près de la tombe. On a Taker qui surprend Kane avec son Hell's Gate. Et là, la surprise générale, la Nexus qui n'avait rien à faire dans ce match, la Nexus qui n'a rien à faire dans cette storyline, débarque pour fracasser l'Undertaker, le passer à tabac. Bon, Taker s'est défendu, mais voilà quoi, face à Heath Slater, Justin Gabriel, on avait Wade Barrett, voilà, et Otunga, c'était assez difficile pour le Taker de s'en sortir, et Kane également qui était là. Et donc Kane reprend l'avantage avec un coup terrible de l'urne, puisque Paul Bearer, j'ai un petit peu oublié de parler de Paul Bearer, mais Paul Bearer avait trahi l'Undertaker dans le pay-per-view d'avant, c'est-à-dire Hell in a Cell. On avait Paul Bearer qui avait trahi, le regretté Paul Bearer, que j'adorais, qui avait trahi l'Undertaker pour se rallier à Kane. Donc ça aussi, c'était vraiment quelque chose d'assez cool dans la feud. Feud que j'ai beaucoup aimé. Hein. De toute façon, voilà, je vais être clair. La feud était excellente, mais le match était décevant. C'est un petit peu, pour résumer, ce qu'ont fait Kane et l'Undertaker en fait. Feud excellente, mais les matchs ont été assez décevants. Donc, comme je l'ai dit, Kane met Taker complètement KO avec l'urne, balance Taker dans le trou, et là, surprise générale, Kane fait son célèbre geste, vous savez, avec les flammes qui sortent du ring, et là, on avait un bulldozer placé au-dessus, avec de la terre dedans, et le bulldozer déverse, on va dire une bonne tonne de terre, et Kane remporte le match sur ce truc
complètement bizarre, hors norme. C'était assez fou. J'ai bien aimé. Voilà. C'est un match qui est réservé pour les plus jeunes, je pense. Hein. C'est un match assez, voilà. C'est pas un match qui est fait pour les adultes, très clairement. Mais c'est un match, voilà, avec une fin cool et très très surprenante. J'avais complètement oublié cette fin de match avec le bulldozer qui décharge la terre, c'était assez choquant. Et donc Kane qui remporte le match grâce à la Nexus, on peut dire ça, grâce à la Nexus, et qui conserve son titre poids lourd. Voilà, que dire de ce match? D'un point de vue technique, le match ne vaut pratiquement rien. Techniquement, j'aurais pu lui mettre 1 sur 10 au match. Mais au niveau de la feud, au niveau des interventions, de la fin du match, et de quelques passages assez cool, ce match, je lui ai mis la moyenne. Je lui ai mis 5,5 sur 10, voilà. C'est peut-être surcoté au niveau de la note, mais voilà, le match a duré quand même 17 minutes. On a eu une grosse bagarre, on a eu quelques bons passages, une surprise avec l'arrivée de la Nexus qui vient aider Kane. C'était surprenant. Avec aussi Taker qui nous sort le Hell's Gate, les doubles chokeslam de Kane, voilà, la fin de match. Je trouve ça assez cool, donc je lui ai mis 5,5 sur 10. Voilà. Et donc, Kane conserve son titre poids lourd face au Deadman l'Undertaker. Donc voilà, 5,5 sur 10. On arrive maintenant à l'avant-dernier match de la carte, et sans doute le match le plus attendu de ce show. Le match 7 contre 7, SmackDown versus Raw, dans un match à élimination pour la suprématie et pour remporter le trophée donc de Bragging Right 2010. Alors, côté Team Raw, on avait le capitaine, le Miz, avec lui on avait Sheamus, CM Punk, John Morrison, R-Truth, Ezekiel Jackson et Santino Marella. Côté Team SmackDown, on avait le capitaine, le Big Show, on avait Edge, Rey Mysterio, Kofi Kingston, Jack Swagger, Alberto Del Rio et Tyler Rex. Donc voilà, pas mal de beau monde pour ce match. Un match qui a duré, tenez-vous bien, 27 minutes et 40 secondes. Le match le plus long de la carte, sans aucun doute. Match qui dure pratiquement une demi-heure. C'est une excellente durée pour ce genre de match. On a tout de même 14 catcheurs. Donc voilà, hein, quasiment une demi-heure, c'est juste logique et normal pour un match à élimination et pour la suprématie des shows entre Raw et SmackDown. Que dire de ce match donc pour le trophée de Bragging Right? Un match vraiment fun, solide, bien construit. C'est les trois mots, voilà. Fun, solide et bien construit. Pour moi, c'est les trois mots qui résument ce combat. On a eu beaucoup de surprises, du suspense, ce qui est la base primordiale pour un match à élimination, je pense. Une construction très très bien faite avec de très belles éliminations, franchement. On n'a pas eu de botch, on a eu vraiment un match très propre, bien construit, je le répète. Pour moi, les hommes du match ont été côté SmackDown, Edge et Rey Mysterio. Voilà, c'est vraiment les deux hommes du match. Et je peux déjà l'annoncer, les deux vainqueurs. SmackDown remporte ce match grâce à Edge et Rey Mysterio qui ont vraiment sorti un match exceptionnel. Côté très bonne performance, j'ai bien aimé CM Punk, Ezekiel Jackson qui a vraiment fait un très gros match et Tyler Rex qui est pour moi la surprise du match, catcheur que je regrette beaucoup. J'étais vraiment, pour être franc, un très gros fan de Tyler Rex. Je pense que ce mec méritait beaucoup mieux. Il avait un physique impressionnant, il avait vraiment une tête pour faire du catch, pour être un heel, un top heel. Il avait une très bonne vision, on va dire, de son catch, de son personnage, et techniquement très propre. On a eu aussi une bonne performance de John Morrison, catcheur que j'aime également, je suis un énorme fan de John Morrison. Voilà côté homme fort. Côté déception du match, Santino Marella, premier éliminé, ultra décevant. R-Truth, ultra décevant. R-Truth, c'est un peu le bouche-trou de service, ce mec, je le trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un catcheur qui sert souvent à rien, alors qu'il est vraiment talentueux, R-Truth. Côté déception, on avait également Kofi Kingston, que j'ai trouvé très moyen. Très très moyen par rapport à ce qu'il est capable de faire dans ce genre de match. Voilà. Mais vraiment pas mal de bonnes choses. Pas mal de bonnes choses. Une fin de match nette et sans bavure, avec le spear de Edge sur The Miz, le dernier restant de la Team Raw. Donc Edge et Rey Mysterio remportent le match et le trophée. Vraiment un très très gros match. Côté élimination et gros moment, on a eu l'élimination de Santino Marella en premier par Tyler Rex avec son finish. Donc grosse surprise, hein. Tyler Rex qui élimine Marella en premier. Niveau élimination également, Sheamus qui élimine Tyler Rex avec son broad kick, j'ai beaucoup aimé.
On a eu Edge qui élimine John Morrison et R-Truth avec son Spear, et également le Miz, donc Edge, homme du match, pardon, qui élimine 3 catcheurs avec son Spear. Donc voilà, comme je l'ai dit, il élimine Morrison, R-Truth et le Miz. On a Big Show et Sheamus qui s'éliminent malheureusement en décompte extérieur. Donc Big Show côté SmackDown et Sheamus côté Raw qui s'éliminent en décompte extérieur. Niveau élimination, on a eu Morrison qui élimine Jack Swagger avec son Trouble, avec son Starship Pain, pardon. Morrison avec son Starship Pain qui élimine Swagger. On a Rey Mysterio qui élimine CM Punk et Big Zick avec son 619. Donc très bonne performance de Rey Mysterio. Et donc je le répète, Edge qui termine le match avec son Spear face au Miz. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles prises. Voilà, mais c'est pas foufou, hein. Ça manque, on va dire, voilà. La seule chose qui manque dans ce match, c'est des très gros spots et des moments mémorables. Mis à part ça, le match est juste très propre et très bon. Note finale, je lui ai mis 8 sur 10 et donc victoire de la team SmackDown avec Edge et Rey Mysterio. Dernier participant. 8 sur 10 pour ce match qui dure 27 minutes 40. Et ben voilà, on arrive tout doucement au main event de la soirée, mesdames et messieurs. Un match pour le titre de la WWE entre le champion de l'époque, Randy Orton, face à lui, Wade Barrett, l'anglais, membre de la Nexus. Le match a duré 14 minutes et 34 secondes, ce qui en fait une bonne durée pour un main event et pour un match de titre WWE. À noter également que le match avait une stipulation assez spéciale, puisque John Cena accompagnait Wade Barrett, et la stipulation du match était un petit peu spéciale, vous allez voir. Puisque si Wade Barrett ne remportait pas le match, Cena se faisait virer immédiatement après le combat. Donc Cena était un petit peu la clé du combat. C'était un petit peu le suspense et le thème du combat. Est-ce que Cena allait faire remporter le combat à Wade Barrett et le titre? Est-ce qu'il allait intervenir contre Wade Barrett pour Randy Orton? Voilà. Il y avait beaucoup de questions par rapport à ce match à l'époque et donc beaucoup de solutions et de dénouements possibles. Sinon, que dire, voilà. Ah ben, beaucoup de promesses pour finalement pas grand chose. Finalement, je vais pas m'attarder pendant 1 heure sur ce combat, mais vraiment pas grand chose déjà. Dans le ring, la feud, pourtant excellente, hein, pleine de psychologie et de rebondissements, a été décevante dans le ring. On avait vraiment un climat pesant et un sentiment un petit peu indécis se partageait entre Orton et Cena, qui se regardaient. Orton qui faisait pas confiance à John Cena, Wade Barrett qui ne savait pas si Cena allait intervenir. J'ai bien aimé le climat de ce match et l'ambiance un petit peu palpable, mais mis à part ça, in-ring, on n'a juste rien eu. On n'a vraiment rien eu. On a eu beaucoup de regards échangés. Côté in-ring, un match équilibré mais très lent, pas transcendant du tout, un gros manque de rythme, avec quelques prises de Orton, hein, son DDT, son Power Slam. Côté Wade Barrett, on a eu un Side Slam, un Power Slam également, quelques grosses droites à l'anglaise, mais vraiment pas grand chose dans ce match. Un contenu très faible. Je vais directement aller à la fin du combat en fait. On a Orton qui avait le match en main, alors que la Nexus était intervenue. On a Cena qui a viré Justin Gabriel, Heath Slater, etc. Et donc Orton a pris l'avantage en fin de match, allait porter son RKO sur Barrett pour remporter le combat et conserver son titre. Et là, à la surprise générale, on a John Cena qui intervient et qui porte son Double A sur Wade Barrett. Disqualification. Cena remporte le match, mais Wade Barrett remporte le match, puisque Cena est intervenu sur lui avec son Double A. Orton perd le match, mais garde son titre, et Wade Barrett remporte le match, ce qui fait que Cena n'est pas viré. Donc c'est assez intelligent, puisque la stipulation stipulait justement que si Barrett gagnait, Cena n'était pas viré. Donc Wade Barrett gagne, Cena n'est pas viré, mais Wade Barrett ne remporte pas le titre. Donc c'était assez attendu comme spot, comme finale, mais c'est assez surprenant. C'est le seul point positif avec le climat assez tendu du combat. Mis à part ça, il n'y a vraiment rien de transcendant. Après le match, on a eu le droit à 2 RKO, un porté sur Cena et un sur Wade Barrett de la part de Orton, donc, qui perd le match mais qui garde son titre WWE. Voilà, match qui dure, je vous l'ai dit, 14 minutes 30 et je lui ai mis 4,5 sur 10. Pour moi, ce match n'est pas digne d'un main event pour le titre WWE. Franchement, c'est vraiment pas digne d'un main event. Et donc, un match décevant.
avec une victoire de Wade Barrett tout de même. Que dire de ce Bragging Right 2010 pour clore cette review pay-per-view où on a vraiment deux gros matchs. L'opener entre Dolph Ziggler et Daniel Bryan, 8,5 sur 10, match excellent. Et le match 7 contre 7 avec la Team Raw face à la Team SmackDown, 8 sur 10, avec la victoire de la Team SmackDown, Rey Mysterio et Edge, qui ont remporté le trophée Bragging Right 2010. Donc SmackDown qui remporte la suprématie des shows face à Raw. C'est vraiment ce qu'on peut retenir. Et la victoire de Bryan face à Ziggler dans un opener juste que je vous conseille. Voilà, deux gros matchs. On a eu aussi un Goldust Ted DiBiase qui est correct, mais sans plus. Mis à part ça, voilà, on a eu un Kane Undertaker qui est juste moyen, voire très moyen. 5,5 sur 10. Un match féminin très court entre Layla et Natalia, 5 sur 10. On a eu le match par équipe avec la victoire de Otunga et de Cena face à Cody Rhodes et Drew McIntyre, 4,5 sur 10. Et ce main event, 4,5 sur 10 également entre Wade Barrett et Randy Orton. Note finale, je lui ai mis 6 sur 10 pour les deux gros matchs quand même. Et pour le Goldust Ted DiBiase, voilà, mais mis à part ces trois matchs-là, les autres ne valent pas grand-chose, même si c'est pas non plus catastrophique. Donc ça reste un show assez moyen, voilà, que je vous conseille pas forcément, mais qui n'est pas non plus dégueulasse, qui reste tout de même à voir, avec quelques bonus sympas également. On a un spot entre la Team SmackDown, et on a aussi un spot avec l'Undertaker, qui est assez cool. Quelques segments assez cool également, donc voilà. 6 sur 10, note finale pour Bragging Right 2010. Merci de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous pour une future chronique ou un futur unboxing. Restez fans de catch, laissez vos commentaires. Ciao.